Bonjour à tous et à chacun. Donc nous poursuivons ici l'analyse du poème de Victor Hugo, Mélancolia. Poème, je vous le rappelle, polémique qui dénonce le travail des enfants en un siècle où les enfants sont utilisés comme de véritables objets. Alors nous avons vu dans les 6 premiers vers que l'auteur évoquait les conditions de travail de façon assez précise, puisqu'il parle des 15 heures qu'ils font par jour, de l'aube au soir, qui font éternellement le même mouvement. Donc ce texte laisse entendre évidemment l'indignation du poète. Le mot indignation évidemment est très important. Victor Hugo est révolté par l'idée que l'on puisse utiliser des enfants dans les usines. Cette indignation se perçoit dans les questions rhétoriques, on l'avait vu, mais elle se perçoit aussi dans la figure de style de l'anaphore. Quand il nous dit « Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler, ils vont ». Donc cette anaphore ici permet d'insister, évidemment, et de faire entendre la colère du poète. Alors avançons maintenant dans la suite du texte, c'est-à-dire donc à partir du vers numéro 7, l'auteur continue d'évoquer les conditions de travail des enfants, mais il va s'intéresser maintenant aux machines. Mais pour décrire ces machines, au lieu d'être neutre et objectif, il va utiliser évidemment la figure de style de la personnification. Cela apparaît très clairement quand on lit le texte. Accroupi sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Donc on a les dents, le monstre et le verbe mâcher. Donc la machine ici n'est plus une simple machine, c'est un être inquiétant, sombre et qui broie les corps et les âmes. On avait vu d'ailleurs à partir du mot, le mot meule, qui voulait dire déjà broyer. Alors, dans tout le texte, il faut remarquer une chose, c'est que le mot usine, qui désigne le lieu de travail de ces enfants, n'apparaît nulle part. À la place, on trouve les mots prison, bagne et enfer. Donc enfer, ici, bagne, et un peu plus haut, prison. Les conditions de travail ressemblent donc à celles d'un esclave. Privation de liberté, travail forcé et injustice. D'ailleurs, pour être plus explicite, le poète utilise au vers 17 le terme servitude. Ici, 16-17, servitude. Donc, qui dit servitude dit justement que l'enfant est considéré comme un esclave. La figure de l'antithèse, maintenant. Antithèse, souvenez-vous, c'est une figure de style qui permet d'exprimer l'opposition. Antithèse. Donc, cette figure de l'antithèse permet, dans le texte, d'accentuer de façon brutale cette réalité de l'injustice. Donc, regardez au vers 9. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer. Donc, innocent, évidemment, vient s'opposer à bagne, et ange vient s'opposer à enfer. Donc, en fait, nous avons deux antithèses. Ici, la première, innocent qui s'oppose à bagne, et ange dans un enfer. Dans un même vers, vous avez deux antithèses. Petit rappel, l'antithèse, un petit peu comme l'oxymore, rapproche deux groupes de mots dont le sens s'oppose, et le but c'est de créer un contraste. Alors, continuons. On va s'intéresser au rythme, un petit peu du texte. Un aspect précis du rythme. Quand on lit le passage qui va du vers 7 au vers 10, on constate une sorte de rupture dans le rythme. On constate en fait que la phrase s'achève de façon abrupte. Alors d'abord,
si vous regardez donc du vers 7 au vers 10, en fait, ces 4 vers constituent une seule et même phrase. Vous regardez, vous n'avez pas de point, ici, vous avez que des virgules. Le point, il apparaît ici. Donc, quand on le lit, à voix haute, ça donne « Accroupi sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer, il travaille. » Donc vous voyez que cette chute, hein, la fin de la phrase « il travaille », arrive en fait au début du vers numéro 10, alors qu'en fait il vient conclure une phrase qui s'étale sur les 3 vers précédents. Alors, cette particularité rythmique a un nom, ça s'appelle un rejet. Vous pouvez constater en fait que les 2 mots ici, il travaille, hein, sont rejetés en fait dans le vers suivant. Au lieu de les trouver ici, pour conclure, pour finir la phrase, ils sont rejetés dans le vers suivant. Donc cela s'appelle un rejet, tout simplement. La définition stricte du rejet est assez simple, c'est un mot, ou 2 éventuellement, placé au début donc d'un vers, et qui appartiennent en vérité à une phrase qui est commencée avant. Alors à quoi ça sert un rejet ? Ben, ça sert tout simplement à insister justement sur les termes qui sont rejetés. Ici, ça permet d'insister sur juste ces 2 mots, il travaille. Ça crée en fait à la fois un suspense, et en même temps, ça permet à l'auteur d'appuyer ce qu'il a à dire. On l'entend bien, puisque il nous dit « innocent dans un bagne, ange dans un enfer, virgule, qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent. » Et donc, ce temps, hein, cette espèce de petite pause, est due au rejet. Voilà, ça c'est pour un aspect rythmique. Si on continue à regarder un petit peu le texte, à partir du vers 11, Hugo prolonge le thème de la santé des enfants. On a vu au début qu'ils étaient amaigris, qu'ils avaient la fièvre, qu'ils étaient souvent malades. Il va prolonger donc cette description en évoquant les belles joues roses de l'enfance. Regardez la phrase, donc « Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue, aussi quelle pâleur la cendre est sur leurs joues. » Alors, ces belles joues de l'enfance, qui devraient normalement être roses, eh bien, elles sont devenues grises. La rime, ici, est très efficace. Pourquoi ? Bien parce que joue, ici, et joue, ici, ce sont 2 homonymes. C'est-à-dire, les mots s'écrivent exactement de la même façon, mais désignent 2 choses différentes. Ici, c'est le verbe jouer. Ici, c'est la joue, hein, donc la partie du visage. Donc, du coup, 2 images se superposent, celle d'un enfant qui ne jouera plus, et puis celle d'un visage abîmé, hein, d'une joue salie par le travail, d'une joue dont la couleur sera celle, désormais, de la cendre. Hein, elle n'aura plus la couleur rose de l'enfance, mais elle aura la couleur de la cendre. Couleur qui est en même temps une couleur ici associée à une certaine morbidité, puisque la cendre peut symboliser aussi la mort. Continuons. En plus de l'indignation de l'auteur, la lecture de ce texte suscite aussi chez le lecteur un sentiment de compassion. Ces enfants sont de pures victimes, d'abord parce qu'ils sont innocents, vers 9, innocents dans un bagne, mais aussi parce que ces enfants ne comprennent pas ce qui leur arrive. Si vous regardez la phrase, très importante, ici, alors attendez que je retrouve la phrase, voilà, ils ne comprennent rien à leur destin.
ils ne comprennent rien, ici, à leur destin. Pour dramatiser la situation, Victor Hugo fait appel à la notion de destin, et un petit peu plus bas, à la notion de Dieu. L'idée de destin signifie ici que les enfants, la vie de ces enfants est déjà toute tracée. Elle est déjà décidée par une instance supérieure. Or, qui décide pour ces enfants? Eh bien, ce sont les adultes. Regardons. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire à Dieu, « Petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes. » Donc, ce sont bien les hommes qui sont responsables, ici, du destin de ces enfants, et les enfants se tournent vers Dieu, ici, voilà, Dieu, et puis vous avez aussi ici notre Père, qui désigne la même réalité. Donc ils se tournent vers Dieu, en quelque sorte, comme si c'était un témoin, comme si Dieu était témoin, au fond, de leur souffrance. C'est un cri de détresse, en fait, que poussent les enfants, en prenant Dieu à témoin. Voyez ce que nous font les hommes. Voyez ce que nous font les hommes. Donc nous, c'est les enfants. Les hommes, donc, ce sont les responsables. Et notre Père, c'est Dieu. C'est-à-dire le témoin, finalement, de ce qui se passe. Dans la suite du texte, Hugo va décrire, encore une fois, les conséquences de ce travail. Alors, c'est un travail qui abîme. C'est un travail qui détruit. C'est un travail qui tue. C'est un travail qui défait à la fois le corps et l'esprit des enfants. On va s'intéresser au vers numéro 20. Donc, travail qui défait ce qu'a fait Dieu, qui tue, œuvre insensée, la beauté sur les fronts, dans les cœurs, la pensée. Donc, si on simplifie, travail qui tue, c'est-à-dire qui détruit ici, qui tue quoi? Eh bien, qui tue la beauté sur les fronts et qui tue dans les cœurs la pensée. Donc, comme je vous disais, c'est un travail qui détruit à la fois le corps et la pensée. Un peu plus loin, dans le vers 22, travail qui ferait d'Apollon un bossu, de Voltaire un crétin. Donc c'est un travail qui transformerait Apollon qui incarne la beauté, Dieu de la beauté et archétype de la beauté, donc qui transformerait Apollon en un bossu, et qui transformerait Voltaire incarnant évidemment l'intelligence, qui transformerait Voltaire en un crétin. Voilà. Pour montrer à la fois que ce travail détruit les deux aspects, le poète utilise deux figures de style, le chiasme et l'antithèse. Donc, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo.